un anthropologue qui arrive un jour à Pékin et à qui il prend l'envie, n'étant pas du tout ni spécialiste de la Chine, ni spécialiste de l'art contemporain, donc à qui il prend envie de faire un travail sur un lieu pour lequel il éprouve une certaine fascination. Alors je vais donc partir des premières impressions. Alors mon premier séjour au 798 se situe en janvier 2008. Et là, vous allez avoir une série de photos qui correspondent à cette première impression du 798. La première, c'était une vue sur l'usine dans son ensemble. Alors le 798, donc, c'est une grande usine qui a été construite dans les années 50 et qui est aujourd'hui en grande partie dédiée à l'art. Ça, c'est la première impression. C'est-à-dire, j'arrive un jour de janvier, il fait froid, il fait même glacial, on est un peu dans le brouillard, et on m'a parlé de cette usine. Ce sont des amis à moi qui m'y emmènent. Et on m'en parle comme un lieu qui a un gros potentiel touristique et qui va devenir une sorte de Soho, si vous voulez, à l'échelle de Pékin. Et voilà ce que je vois au départ. C'est pour ça que j'ai pris les photos que j'ai faites quand je suis rentré. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'est apparu, c'est une usine, vous voyez, une vieille usine avec des travailleurs, parce qu'il y a des travailleurs dans cette usine qui se promènent en vélo, qui se promènent en moto. Et puis, à l'intérieur de cette usine, des lieux qui sont tout ce qu'il y a de plus globalisé, on peut dire, c'est-à-dire qui ressemble à ce que vous pouvez voir au Centre Pompidou, ou ce que vous pouvez voir au MoMA, ou ce que vous pouvez voir, bref. En particulier, là, vous voyez tout à l'heure la petite cafétéria, voilà, très hype, si vous voulez, qui est donc un endroit qui s'appelle Time Zone 8. Time Zone 8, je reviendrai aussi là-dessus, ça fait à la fois café et à la fois c'est la plus importante librairie d'art qu'on puisse trouver en Chine. Et puis un très grand centre qui venait d'ouvrir ses portes, qui s'appelle l'UCCA, le Ullens Center of Contemporary Art. Le Ullens, donc ce sont des Belges, c'est un couple belge de milliardaires. Il s'agit au départ d'un pavillon de l'usine qui a été complètement refait à l'intérieur par l'architecte Wilmot et qui présentait ce jour-là une exposition qui s'appelait 85 New Wave, la nouvelle vague 85. Voilà, cette production très célèbre qui s'appelle Dialogue, ça c'est le livre du soleil, du ciel, aussi œuvre très célèbre, 1989. Et alors là, quand vous entrez dans ce centre, donc d'un côté à l'extérieur, je me trouve dans cette usine qui fonctionne encore à moitié, avec des ouvriers qui déambulent là-dedans, et puis dans ces pavillons, des choses ultra modernes. Une façon de présenter, là c'est une installation là, qui a été faite par un groupe d'artistes chinois sur le thème de la longue marche, c'est-à-dire que leur projet consiste à refaire la longue marche et aller dans les campagnes, ramasser toutes sortes de témoignages au fond de la vie dans l'intérieur de la Chine et à partir de ça en faire des œuvres d'art, en faire des installations. Donc toute cette façon d'exposer qui ressemble complètement à nos modes de procéder, disons, au niveau dans les grands centres d'art occidentaux. Quelques vues de cette usine. Alors ça, ce sont les fameuses dents de requin, on appelle ça, c'est-à-dire des pavillons qui ont été construits dans les années 50 et qui ont été progressivement réappropriés par des galeries ou par des studios d'artistes. Avec derrière, vous voyez, les immeubles qui ont été construits dans le quartier. Et on voit aussi des travailleurs chinois qui sont en train de prendre leur déjeuner. Je sais pas, oui c'est ça, oui, qui sont donc ça, ce sont je dirais les prolétaires qui travaillent pour les centres, pour les galeries. C'est-à-dire d'un côté, vous êtes dans un lieu globalisé. En même temps, il y a un autre aspect, c'est un aspect, je dirais, de quelque chose qui reste, une sorte de sédimentation qui reste
de l'usine dans sa fonction originelle, c'est-à-dire le fait que des ouvriers en bleu de travail se trouvent encore à l'intérieur de ce site. Et la première idée qui vient quand on réfléchit un petit peu à cette situation, c'est déjà de se demander finalement qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un lieu global. Est-ce qu'on peut parler d'un lieu global, ou les non-lieux d'ailleurs, pour reprendre une expression d'Auger, de la globalisation? Et en quoi finalement, je dirais, des lieux globaux sont en permanence aussi contaminés par le local. Et c'est le cas du 7-9-8. Si on veut analyser ce lieu, je crois qu'il faut réfléchir sur justement cette double articulation entre le passé d'une utopie et le présent d'une utopie. Je m'explique. On en vient aux photos du fameux des années 50 et de l'usine qui a été construite. C'était dans le cadre de l'industrialisation de Pékin. Pékin n'était pas du tout une ville industrielle et Mao Tse-tung a décidé d'en faire quelque chose d'important. Et le problème qu'ont eu les Chinois, quand ils ont décidé de mettre en place ce projet, au début des années 50, c'est qu'en fait les Russes n'étaient pas capables de faire l'usine dont ils avaient besoin. Et c'est là qu'ils se sont tournés vers les Allemands. Ils se sont tournés vers les Allemands de l'Est. Et Chou Enlai a ordonné que la mise en œuvre du projet, qui initialement devait être réalisée par Moscou, soit transférée à Berlin. Et justement, les architectes, ils sont allés les chercher à Weimar, à l'université du Bauhaus. Les architectes allemands ont des exigences au point de vue de la lumière, de l'exposition des bâtiments, et ils réalisent justement, dans l'esprit du Bauhaus, ils réalisent ces fameuses dents de requin, vous voyez, ces pavillons comme ça, qui sont en dents de scie, si vous voulez, qui permettent de donner la meilleure exposition possible aux travailleurs qui fonctionnent dans ces usines. Ça va prendre 3 ans, puisque c'est inauguré en 1957. Voilà. Là, on a l'inauguration. Et on dit d'ailleurs que les travailleurs ont eu 1000 nuits sans sommeil. Ça, c'est la légende qui s'attache à cette usine, à la construction de cette usine. C'est une usine aussi qui donne à voir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi des grandes cérémonies, il y a des grands événements sportifs, vous voyez. Il y a des choses qui font que cette usine est dès le départ une sorte d'élément de spectacle. C'est-à-dire le spectacle de cette utopie réalisée. C'est du moins comme ça que j'interprète un peu les choses. Et on le donne à voir effectivement aux grands hommes, non seulement les Deng Xiaoping, mais aussi des grands camarades étrangers comme Kim Il-sung, etc. Jusqu'au jour où un certain nombre de fabrications de l'usine deviennent obsolètes et l'usine peu à peu décline. C'était une usine qui travaillait pour l'armée. Et que cette usine a produit les premiers missiles, elle a produit des composants électroniques pour ce genre d'armes. Pour le premier truc nucléaire, c'est là que ça s'est fait. Enfin, bon, c'est pas rien. Donc et c'est là qu'on en arrive à cette période de la fin des années 90, du début des années 2000. Vous voyez un peu l'état de l'usine à ce moment-là, où tout d'un coup, un certain nombre d'artistes vont découvrir cette usine. Et finalement, ils arrivent à trouver des locaux à des prix extrêmement abordables, puisque l'usine ne demande pas mieux. Donc l'usine, entre-temps, a été privatisée, entre guillemets, enfin c'est une privatisation à la chinoise, avec une direction qui s'appelle Seven Stars, les 7 étoiles. C'est le nom de la société. Et donc la société décide donc de leur louer, et progressivement, d'autres amis à eux arrivent, et on voit des artistes qui, pour des prix relativement modiques, trouvent des volumes magnifiques, et qui sont complètement fascinés par l'architecture du Bauhaus et qui décident de s'installer. Alors une question qui se pose, c'est comment le 7-9-8 est devenu en quelques années l'une des mecs de l'art contemporain. En 2001, la Chine entre à l'OMC et c'est vraiment un moment complètement de mutation. Or, exactement à la même époque, c'est le démarrage du 7-9-8.
progressivement, on va voir dans le domaine culturel l'implantation des artistes chinois dans l'univers des galeries et des marchands internationaux. Une simple vente de Christie's a rapporté 68 millions de dollars en 2006. Autre élément, vous avez un tableau là qui est un tableau de Liu Xiaodong qui porte sur le barrage des Trois Gorges. Ce tableau a atteint en 2006 2,7 millions de dollars dans le cadre d'une enchère publique. Et évidemment, à ce moment-là, tous les yeux ont été tournés vers l'art contemporain de la Chine. L'autre grande vedette, c'est Shang Xiaodong. Ce portrait-là a atteint 4 millions de dollars et demi. Yue Minjun, pour un autre tableau qui s'inspirait d'une toile de Manet, qui s'appelle L'exécution de l'empereur Maximilien, 6 millions de dollars. Et ainsi de suite. Wang Guangji, celui-là, ça c'est peut-être un des plus célèbres, c'est le typique political pop. Fang Lijun, celui-là, également, plusieurs millions de dollars. Ça donne une idée un peu de ce qu'on est arrivé à atteindre dans cette période. C'est-à-dire que là, on rentre effectivement dans une sorte de fétichisme de la marchandise version Benjamin. Hein, on rentre dans un lieu où on est dans cette fantasmagorie, dans ces miroirs, dans ces... Voilà. Ça, c'est frappant. Donc on est dans un lieu où tout en même temps se marchandise, où tout se commodifie, hein, comme disent les Américains. Et là, on est en plein dans la globalisation. Et là, vous êtes dans l'utopie du marché, dans l'utopie du capitalisme, sans doute le plus virulent, et vous passez au fond de l'utopie socialiste, de l'utopie de l'homme total, à cette utopie du marché, en étant dans le même lieu, et avec des renvois en miroir possibles, et des connexions possibles entre ces régimes de temporalité, comme on dit.